Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui, notre troisième capsule résumée, cette fois-ci qui va porter sur le système digestif. Parlons d'abord des constituants alimentaires que nous allons intégrer à l'aide de notre alimentation et on va commencer par parler des glucides simples et doubles qui sont notre source première d'énergie, donc la première source d'énergie qu'on va utiliser lorsqu'on en a besoin. On va les retrouver par exemple dans les fruits, les jus et boissons gazeuses, les friandises et les sucreries. Les glucides complexes, elles, prennent un petit peu plus de temps à être décomposés par notre système digestif, donc ça va être une énergie qui va être à plus long terme. Dans certains cas, donc dans les fibres par exemple, ils vont aussi aider au péristaltisme. Le péristaltisme étant le mouvement des muscles qui permet le transfert de notre nourriture dans l'œsophage, mais plus ici, en ce qui nous concerne, c'est plus de nos matières fécales à l'intérieur du côlon. On va retrouver ces glucides complexes à l'intérieur des pains et céréales, des patates et des pâtes. Au niveau des lipides, donc les lipides, ce sont évidemment ce qu'on appelle communément les graisses. On va les retrouver, c'est évidemment une excellente source d'énergie, mais on s'en sert aussi comme isolant thermique à l'intérieur du corps. On va les retrouver dans les viandes et poissons gras, dans les huiles, fromage, yogourt, lait, beurre, etc. Au niveau des protéines, donc les protéines, c'est une source de production et de régénération des tissus. Ils aident également à diverses réactions chimiques et dans de rares cas, on peut les utiliser aussi comme source d'énergie. Mais on s'entend qu'on va brûler nos glucides et nos lipides avant de brûler nos protéines. On va les retrouver à l'intérieur des viandes, poissons, produits laitiers, noix et légumineuses. Au niveau des vitamines, les vitamines, ce sont des éléments essentiels à plusieurs réactions chimiques du corps. On les avait vus un peu plus en détail ici, je ne le ferai pas parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner dans cette capsule résumée. Donc, vous pourrez aller consulter vos notes pour voir quelle vitamine fait quoi à l'intérieur du corps. On va les retrouver entre autres, et là on les retrouve à plusieurs endroits, mais on va les retrouver entre autres dans les fruits et légumes, surtout dans les légumes verts, les aliments agréés entiers, les produits laitiers, le foie et le boudin. Au niveau des minéraux, les minéraux sont des composantes de divers tissus, qu'on peut penser par exemple au calcium à l'intérieur des os, et ce sont des éléments essentiels aussi au système nerveux et au transport d'oxygène. On va les retrouver entre autres dans les fruits et légumes, les poissons et fruits de mer, les fromages, le foie, le boudin. Finalement, l'eau est également un constituant alimentaire essentiel. Donc, il va servir à la dissolution et au transport de différents organismes et nutriments à l'intérieur du corps et aussi va servir à la régulation de la température via, entre autres, la transpiration. On va retrouver l'eau dans l'eau, mais également dans le lait, les jus, thé, café, bouillon, soupe et dans les fruits aussi, dans différents fruits. Et pour identifier nos différents constituants, il faut d'abord se fier à ses propriétés. Et pour se fier à ses propriétés, il faut savoir ce qu'est une propriété. Donc, une propriété, eh bien, c'est quelque chose qui est propre à une substance. Et donc, je vais pouvoir avoir des propriétés qui sont physiques, qui sont reliées à l'état de la substance, et des propriétés qui sont chimiques, qui sont reliées à la réactivité de la substance. Des propriétés peuvent être non caractéristiques, soit parce qu'elles sont variables, comme la masse, le volume, l'état ou la température qui peut varier pour une même substance, ou soit que ça correspond à beaucoup trop de substances. La couleur et l'éclat, par exemple, correspondent à beaucoup de substances, donc on ne peut pas vraiment le relier à une substance en particulier. Au niveau des propriétés chimiques, c'est le même principe. Donc, une propriété non caractéristique, on pourrait dire, par exemple, brûle en présence d'oxygène. Et il y a beaucoup de substances qui brûlent en présence d'oxygène. Donc, on ne peut pas dire à ce moment-là que c'est une propriété qui est caractéristique. Les propriétés caractéristiques vont donc nous permettre d'identifier précisément une substance. On peut parler de la température de fusion et d'ébullition, la masse volumique, la conductibilité électrique et thermique ou la solubilité. Au niveau des propriétés chimiques qui sont caractéristiques, on peut parler du pH, de la réactivité avec telle ou telle substance ou la couleur de la flamme. Donc, pour vous donner une idée,
Le cuivre, quand on le met dans une flamme, va émettre une couleur vert, qui est quand même particulier de voir une flamme verdâtre. On a parlé des différentes propriétés physiques caractéristiques de la matière et parmi celles-ci, on a parlé des températures de fusion et d'ébullition sur lesquelles je suis passé un petit peu vite. Attardons-nous-y un petit peu comme on l'a fait dans le cours de notre module. Donc, et pour comprendre ce que sont les températures de fusion et d'ébullition, il faut d'abord comprendre ce que sont les différents états de la matière. Dans le cadre de ce cours, on va en voir trois, donc l'état solide, liquide et gazeux. Commençons donc par l'état solide où la matière est très organisée et les molécules sont très proches les unes des autres. J'ai un petit mouvement qui va être permis, qui est en fait un mouvement de vibration et je vais avoir une forme et un volume qui va être défini. Si j'augmente la température de ma substance, en fait, je vais augmenter la vibration de mes particules qui vont faire que je vais finir par avoir un petit peu plus de mobilité. Et cette mobilité va me permettre d'avoir une rotation. Quand je vais avoir ce mouvement de rotation, eh bien, je vais passer sous la forme liquide et le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion. La température à laquelle je vais avoir cette fameuse fusion s'appelle de façon très originale la température de fusion. Et c'est donc cette propriété caractéristique physique dont on a traité qui est la température de fusion et qui est propre à chaque substance. Dans le cas contraire, si je passe de l'état liquide à l'état solide, je vais avoir une solidification. L'état liquide, elle, va être caractérisé par une matière légèrement désorganisée par rapport à l'état solide. Je vais avoir des molécules qui sont très rapprochées les unes des autres, mais un peu moins que pour l'état solide. Je vais avoir, comme je l'ai dit tantôt, un mouvement de rotation. Je vais avoir une forme qui va être indéfinie dans un volume défini. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Ça veut dire que je ne peux pas écraser un liquide pour changer son volume, mais par contre que le liquide va épouser la forme du contenant dans lequel je vais le mettre. On continue de chauffer notre état liquide, j'ai de plus en plus de mobilité des particules et de plus en plus de mouvement. Eh bien, à force d'avoir ce mouvement, je vais finir par former des bulles, donc de former du gaz. Et le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. Mais lorsqu'on atteint une vaporisation qui est telle que je vais avoir des bulles qui vont se former dans ma substance, on appelle ça l'ébullition, d'où la température d'ébullition. Dans le cas contraire, ce serait une condensation solide. L'état gazeux est donc caractérisé par une matière qui est très désorganisée. Les molécules sont très loin les unes des autres. Je vais avoir une mobilité qui est très élevée au niveau de mes particules. Je vais avoir entre autres de la translation qui va se mêler tout ça. Je vais avoir un volume qui est indéfini et une forme qui est indéfinie aussi. Donc mon gaz va pouvoir remplir le contenant dans lequel il se trouve et ce, eh bien, peu importe la grosseur. Autrement dit, je n'aurai pas un volume défini non plus. Je peux avoir, dans certains cas, c'est plus rare, mais des passages de l'état solide à l'état gazeux directement sans passer par l'état liquide et vice-versa. Donc, quand on parle de l'état gazeux à l'état solide directement, je vais parler de condensation solide. Et quand on parle de l'état solide à l'état gazeux, je vais parler de sublimation. Température de fusion, on a parlé de la température d'ébullition. Passons maintenant à la masse volumique. La masse volumique, en fait, c'est la masse d'un centimètre cube d'une certaine substance. Elle est exprimée en grammes par centimètre cube. Donc, pour pouvoir la calculer, ici, il suffit de diviser la masse par le volume. Passons maintenant à la solubilité. Et pour comprendre ce qu'est la solubilité, il faut d'abord comprendre ce qu'est une solution. Une solution, c'est lorsqu'on met un soluté dans un solvant. Par exemple, lorsqu'on met du chocolat chaud, qui est ma solution. Donc, lorsque je mets la poudre de cacao, la poudre de chocolat qui est solutée à l'intérieur du lait qui va être le solvant. Et là, j'insiste, c'est dans du lait, pas dans de l'eau. Du chocolat chaud dans de l'eau, c'est pas bon. La solubilité, c'est donc la masse maximale de soluté que je peux dissoudre à l'intérieur du solvant. Donc, si je mets trop de chocolat, eh bien, je ne pourrai pas dissoudre le chocolat à l'intérieur de mon lait, et ce qui fait que, évidemment, je vais avoir un résidu ou une poudre de cacao qui va se retrouver dans le fond de la tasse que je ne serai juste pas capable de dissoudre.
Et je remarque que cette solubilité-là, eh bien, pour un solide, elle augmente en fonction de la température. Ce qui est logique, parce que j'ai dit que la température était liée à l'agitation des particules. Donc, si on agite avec une cuillère un cacao, ben, je vais avoir plus tendance à me dissoudre. Au contraire, la solubilité d'un gaz va diminuer en fonction de sa température, ce qui est aussi logique en fait, parce que si on parle encore une fois d'agitation de particules, eh bien, si je brasse une solution, si je brasse une boisson gazeuse, par exemple, ben, le gaz va avoir tendance à s'échapper. Donc, dans ce cas-ci, elle va diminuer. Et pour s'assurer de bien comprendre le principe de solubilité et le principe de solution, eh bien, on va en parler mathématiquement, donc calculer la concentration qu'on peut avoir d'une solution. Donc, pour ça, eh bien, il faut d'abord définir ce qu'est quoi. Donc, le soluté, je vous rappelle que c'est la poudre que je vais mettre dans le solvant pour obtenir une solution. La concentration d'une solution, c'est donc le rapport entre la quantité de soluté et la quantité de solution. Et cette quantité de soluté, eh bien, je peux l'exprimer différemment. Donc, c'est vraiment la quantité de soluté sur la quantité de solution, mais ma quantité de soluté, ça peut être une masse ou un volume. Ici, le tableau qui est en le bas, c'est le tableau que je vais utiliser lorsque je vais parler d'une concentration en pourcentage. Donc, par exemple, je peux avoir la masse de soluté sur un 100 ml de solution qui va me donner une concentration en pourcentage, mais une concentration massique en pourcentage. Je peux avoir aussi une concentration volumique en pourcentage, qu'on va retrouver par exemple sur les bouteilles d'alcool, où on va dire, ben, je vais avoir un volume de soluté qui est dans ce cas-ci l'alcool, sur un volume de solution qui est la bière, le vin, le spiritueux. Et aussi, je peux avoir une concentration masse-masse, où je vais avoir une quantité de soluté, ma masse exprimée en grammes, divisée par 100 grammes de solution, qui va être en fait mon total. Qu'est-ce qui arrive maintenant si j'ajoute du solvant dans ma solution? Eh bien, on va appeler ça une dilution. Donc, la dilution, c'est le procédé qui consiste à ajouter du solvant dans une solution afin d'en diminuer la concentration. Lorsqu'on fait une dilution, on appelle solution mère la solution concentrée et la solution fille la solution diluée. La concentration de la solution mère sera désignée par le symbole C1 et son volume par le symbole V1. Pour la solution diluée, eh bien, les symboles seront respectivement C2 et V2. On sait que dans mes deux solutions, je n'aurai pas une modification de soluté, mais seulement une modification de solvant et donc une quantité de solution. Ce qui va faire augmenter mon volume, en fait, mais qui ne changera pas la masse de soluté. Et de ce calcul, on pouvait en déduire que C1V1 était égal à C2V2. Donc, que la concentration et le volume multipliés ensemble au niveau de ma solution mère était égal au produit de la concentration fois le volume de ma solution fille. Parlons maintenant de transformation chimique, parce que c'est vers là qu'on va aller au niveau de notre système digestif. Donc, les transformations peuvent être physiques. On parle à ce moment-là de changements qui affectent les interactions entre les substances. On peut parler à ce moment-là de changement de forme, de changement de phase ou de dissolution. Donc, changement de forme, je vais déchirer, je vais broyer, par exemple, mes dents qui vont broyer la nourriture. Les changements de phase, c'est lorsque je passe de la phase solide à liquide, par exemple, tel qu'on l'a vu tantôt. Et la dissolution, c'est quand je vais mettre une solution dans l'eau. Et maintenant, les transformations chimiques, eh bien, ce sont des changements qui affectent les liaisons à l'intérieur des molécules et qui changent la nature de celles-ci. On va avoir, par exemple, l'oxydation, la décomposition ou la synthèse, qui sont toutes des réactions où je vais avoir des réactifs qui vont former des nouveaux produits, donc des nouvelles substances.
Généralement, pour désigner les changements chimiques, je vais regarder 4 principaux signes qui vont me donner une bonne indication que j'ai un changement chimique, soit le changement de couleur, le changement de température, le dégagement d'un gaz, mais attention, ici, je ne parle pas d'ébullition qui serait un changement de phase, donc un changement physique. Je parle bien de 2 substances que je mets ensemble et qui dégagent un gaz suite au contact l'une avec l'autre. Ou je pourrais parler aussi de la formation d'un précipité. La formation d'un précipité, c'est lorsque je mets par exemple 2 liquides ensemble et que je vais avoir des grumeaux qui vont se former. Même principe, par exemple, pour le lait, qui, si vous le laissez assez longtemps sur le comptoir, eh bien, vous allez voir des substances solides se former à l'intérieur du lait. D'ailleurs, si ça arrive, je vous déconseille de le boire. Donc, au niveau des principales réactions chimiques, je vous ai parlé de la décomposition. La décomposition, dans l'exemple, on peut donner des exemples en chimie, comme l'électrolyse de l'eau ou la combustion de la paraffine. Ce sont des grosses molécules, comme la paraffine ou l'eau, que je vais briser pour former des plus petites particules, comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau en ce qui concerne la combustion de la paraffine, ou comme l'oxygène et l'hydrogène en ce qui concerne l'électrolyse de l'eau. Dans l'organisme, on va avoir une panoplie de décomposition qui va se faire à l'intérieur du système digestif parce que toutes les molécules qu'on va ingérer à l'intérieur de notre système, eh bien, on va vouloir les réduire dans leur état les plus simples pour pouvoir les assimiler, pour pouvoir en fait les absorber à l'intérieur de notre organisme et en faire un peu ce dont nous avons besoin. La synthèse maintenant. Eh bien, la synthèse, c'est le contraire de la décomposition. C'est lorsque des petites substances vont se transformer en substances plus complexes. On peut parler par exemple de l'oxydation du fer, où le fer va devenir de la rouille, une molécule beaucoup plus grosse, ou de la photosynthèse, où je vais avoir du CO2 et du H2O présents dans l'atmosphère que je vais transformer en sucre, qui est une molécule beaucoup plus complexe, beaucoup plus grosse. À l'intérieur de l'organisme, il n'y en a pas tellement à l'intérieur du système digestif. Par contre, notre système fait beaucoup de synthèse au niveau des composantes organiques, que ce soit des protéines, des enzymes ou des hormones. Au niveau de l'oxydation, en fait, c'est la présence d'une substance qui va réagir avec de l'oxygène pour produire autre chose. Par exemple, je peux avoir toutes les combustions, que ce soit du propane, butane, méthane, du sucre. Donc, dès que je vais mettre le feu à l'intérieur de quelque chose, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une réaction de mon combustible avec l'oxygène pour produire du CO2 et du H2O. Je peux aussi parler de tous les types de rouilles qui vont se former avec l'oxygène, qui sont des oxydations beaucoup plus lentes, et donc où je vais avoir une réaction avec l'oxygène. Au niveau de notre corps, eh bien, on a une oxydation qu'on fait toujours. Si on veut survivre, en fait, je vous recommande de le faire. C'est la respiration. Donc, la respiration cellulaire, on absorbe l'oxygène de l'air qui va circuler à l'intérieur de notre sang pour pouvoir nous faire notre respiration cellulaire au niveau de chacune de nos cellules et pour pouvoir nous donner l'énergie nécessaire à nos fonctions vitales et aussi aux autres fonctions qui le sont un peu moins. Passons maintenant au vif du sujet qui est le système digestif. Donc, comment vont se passer ces différentes réactions chimiques à l'intérieur, chimiques et physiques, en fait, à l'intérieur de notre système digestif pour pouvoir nous permettre d'assimiler nos différents constituants alimentaires. D'abord, à l'intérieur de notre bouche, on va avoir une langue et des dents. Donc, au niveau des dents, je vais en parler un petit peu plus en détail. Je vais avoir les incisives qui sont devant, les canines qui sont derrière les incisives, suivies des prémolaires et des molaires. Donc, ces dents vont servir à broyer la nourriture, alors que la langue va non seulement goûter la nourriture, mais elle va aussi permettre à la nourriture de se mélanger avec la salive. Cette salive sont produites par les glandes salivaires qui sont un petit peu partout autour de la bouche, qui vont sécréter la fameuse salive. La salive, en fait, sert à briser l'amidon en disaccharides.
Suit l'œsophage. L'œsophage, c'est le tube qui va nous permettre de faire passer la nourriture de la bouche à l'estomac. Et à l'intérieur de l'œsophage, eh bien, le passage du bol alimentaire va se faire par ce qu'on appelle le péristaltisme. Autrement dit, c'est une contraction du tube qui va faire passer la nourriture à l'estomac. Ça ressemble un peu à lorsqu'on essaie de sauver notre dernière pâte à dents dans notre tube dentifrice. La nourriture se retrouve donc dans l'estomac où il va y avoir un brassage constant du contenu de l'estomac. Et à l'intérieur de l'estomac, eh bien, il va y avoir une production de suc gastrique. Le suc gastrique sert à amorcer la digestion des protéines en les transformant, dis-je, en polypeptides. Passons maintenant au foie. La nourriture ne circule pas à l'intérieur du foie. Donc, le foie va produire une substance, la bile, qui va être sécrétée à l'intérieur de l'intestin et à être mélangée à la nourriture dans l'intestin. Le rôle du foie principal est de filtrer le sang, de dégrader les médicaments, drogues et alcool, et, comme je l'ai dit, de produire la bile, dont le rôle principal est l'émulsion des lipides. Parlons maintenant de ce qu'est l'émulsion. Donc, les graisses et les huiles ne sont pas solubles dans l'eau. Les lipides se regroupent donc et deviennent très difficiles à digérer parce qu'ils font des espèces de bulles. Et la bile brise ces petites gouttes, ces bulles, si on veut, en petites gouttelettes. C'est ce qu'on appelle l'émulsion, ce qui va permettre à notre organisme de procéder à sa digestion et éventuellement à son absorption. Le foie va donc envoyer la bile à l'intérieur d'une petite poche qu'on appelle la vésicule biliaire qui va excréter et libérer la bile au besoin lorsque la nourriture va se retrouver à l'intérieur de l'intestin. Prochain organe, le pancréas. Et comme c'était le cas pour le foie, eh bien, la nourriture ne circule pas à l'intérieur du pancréas. C'est une glande, en fait, qui va produire des substances essentielles à la digestion, mais la digestion ne se fait pas dans le pancréas. Donc, le pancréas va libérer des sucs pancréatiques dans l'intestin grêle qui ont trois fonctions. La première, eh bien, les sucs pancréatiques vont briser les glucides complexes, autres que l'amidon, en oligosaccharides et en disaccharides. L'amidon étant déjà brisé en disaccharides par la salive dans la bouche. Les sucs pancréatiques vont aussi briser les lipides en acides gras et en glycérol, et ils vont briser les polypeptides en petits polypeptides et en peptides. Les sucs pancréatiques, la bile et la nourriture vont donc se retrouver à l'intérieur de l'intestin grêle. L'intestin grêle libère lui aussi des sucs intestinaux. Ces sucs vont avoir différents rôles, dont entre autres de briser les oligosaccharides et les disaccharides en monosaccharides. Ils vont aussi briser les petits peptides et les peptides en acides aminés pour pouvoir être absorbés. Donc, l'intestin grêle va aussi permettre d'absorber les monosaccharides, les acides gras, les glycérols, les acides aminés, les vitamines, les minéraux. Tout ça va être absorbé par l'intestin grêle. C'est donc un élément essentiel à notre survie puisque c'est là où est-ce que notre nourriture va être absorbée à l'intérieur de notre sang. On passe maintenant au côlon. Le côlon, ou gros intestin, va servir à absorber l'eau des selles. Donc, autrement dit, il va permettre d'acheminer les éléments non digérés vers le rectum et l'anus. Et donc, la présence de fibres alimentaires est essentielle au transit des matières fécales. Mais l'idée est de vouloir avoir une matière fécale qui va être juste constituée d'éléments non essentiels et donc d'absorber le maximum d'eau à l'intérieur de notre gros intestin.
Et finalement, le rectum, dernier mais non le moindre, va servir à l'expulsion des matières fécales, donc aux matières non digérées par le système. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. Je vous laisse digérer tout ça. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.